D'avoir répondu à notre appel. Donc c'était un appel de duel d'Arflore et puis également forcément des Gilets jaunes suite aux dernières atteintes qui ont pu avoir lieu dans les tribunaux, enfin, surtout le tribunal du Havre. J'en resterai pas que sur le tribunal du Havre puisqu'il y a eu pas mal de choses qui remontent via les tribunaux un peu partout en France, mais surtout sur le secteur de la région normande, puisqu'il y a aussi des éléments qui remontent sur le tribunal de Rouen, avec des histoires qui datent d'il y a plus d'une année avec les Gilets jaunes. Donc je vais vous dire qu'il y avait eu 10 personnes qui avaient été reconvoquées sur Rouen. On a des amis Gilets jaunes qui vont être de nouveau reconvoqués, ceux qui avaient été convoqués au mois d'août dernier, août 2019, qui vont être de nouveau reconvoqués, suite à un appel du conseil départemental. Voilà. Donc en fait, on sent bien que toutes les histoires remontent au fur et à mesure du temps, alors qu'il y avait plus ou moins alors, soit des vices de procédure ou que les jugements avaient été donnés, voilà, validés. Donc il y a des appels, donc je pense qu'il y a une insistance de la part de l'État, du gouvernement, du pouvoir, pour remettre tout ça sur la table et puis surtout de soumettre toutes les personnes qui peuvent justement protester ce qui se passe actuellement. Alors, entre les retraites, entre tout ce qui peut se passer au niveau de la finance, de l'économie, enfin voilà. Donc on souhaitait faire ce point entre l'UL, Gilets jaunes, et puis Viviane, qui est Gilets jaunes et qui est également en CGT, et Maître Giard qui actuellement s'occupe des dossiers donc de Kevin, enfin Brandon, Kevin pour les amis, de Yann Acouche, et puis maintenant de Thibaut. Voilà. Thibaut, c'est comment son prénom, son nom de famille? Penet. Et Brandon Johnny. Voilà. Donc nous, on a préparé un petit laïus, un petit discours qu'on va différemment expliquer. Tout le monde prendra un peu la parole. Maître Giard forcément se fondera sur plus le côté judiciaire, on va dire. Voilà. Et puis nous, on va plus parler des alentours, des à côté de tout ce qui se passe. Et puis entre autres, ce qui pourra encore éventuellement se passer ce soir, puisqu'on va aller voir le meeting de monsieur Édouard Philippe, donc on verra un peu comment les choses vont se passer, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, a priori, ils ne nous aiment pas. Voilà. Je vais lire, mais bon, on va aller un peu au-delà de la lecture. Donc, bonjour. Donc, les Gilets jaunes et l'UL d'Arflore tenons à exprimer notre mécontentement en rapport avec les derniers jugements. Donc, si vous voulez, on vous en donnera une copie, bien évidemment. Nous avons été surpris par les rendus de justice prononcés par le tribunal correctionnel du Havre le 9 mars dernier. Comme je le rappelais, pas que celui-ci, puisque sur Rouen, il y a eu des rappels, c'est plus des appels, c'est des rappels de convocation à des personnes. Je rappellerai aussi que donc il y a Kevin pour les amis et Yann aussi qui ont été convoqués. Donc après Yann, mais on oublie aussi notre personne, c'est Monsieur Didier Durand qui a eu 48 heures de garde à vue avec un dossier où il y avait rien, strictement rien. Donc Maître Giard qui est là aussi actuellement en fera aussi état. Alors merci Alice. Voilà, j'éteins mes portables, c'est mieux. Donc voilà, je ne dirai rien sur cette affaire-là, mais en tout cas, c'était un gilet jaune, une personne qui nous suivait depuis le départ, qui a toujours été impliquée, toujours de manière sans violence. Voilà, donc Maître Giard expliquera un peu la tournure des événements et ce qui pourrait éventuellement se passer après. Voilà, ce qu'il souhaiterait faire, puisque après 48 heures de garde à vue avec un dossier où il n'y avait rien du tout, à un moment donné, on peut se poser des questions. Donc il se garde le droit d'aller un peu plus loin dans cette affaire. Donc pour reprendre le courant du communiqué, donc Édouard Philippe, ancien maire, candidat et Premier ministre, a fait un débat public le 5 mars où les invités étaient triés sur le volet, à cause d'un nombre déconcertant des forces de l'ordre déployées, puis d'un service de sécurité démesuré. Qui paie ce déploiement de force? On se pose tous la question. Et nous, on a la réponse, à notre avis, nous tous. Tous ceux qui payent des impôts, forcément, je pense qu'on va retrouver ce déploiement de sécurité et de forces de l'ordre. Qui peut envisager d'envoyer des gaz lacrymogènes sur parents et enfants? C'est ce qui est arrivé, en fait.
Lorsque ça s'est passé, on a eu rendez-vous à 17h30, donc aux alentours de 18h. Je rappelle qu'actuellement, il y a des périscolaires. Donc il y a des parents qui viennent chercher leurs enfants en périscolaire. Et donc on leur a très rapidement dit à ses parents et à ses enfants de rester cantonnés dans l'école, surtout pas de sortir parce qu'il y avait du gaz lacrymogène partout. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre nous ont portés vraiment sur le bas de la rue Jean-Marie Laure, parce que certainement qu'il y a eu des invités qui ont dû se plaindre, puisqu'à ce moment-là, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, et le vent remontait vers la salle des fêtes. Donc il y a eu certainement des invités qui ont trouvé que c'était indélicat de justement d'avoir des gaz lacrymogènes, voilà, de les respirer. Donc ils nous ont poussés au plus bas pour que justement les invités d'Édouard Philippe puissent aller tranquillement au meeting et puis que Édouard Philippe puisse aussi lui le faire tranquillement. Voilà. Donc nous tenons à dénoncer cette justice à deux vitesses. Le 1er mai 2019, un CRS jette un pavé sur des manifestants sans protection. Le procureur réclame 3 mois de prison avec sursis, il n'en prendra que 2. Voilà. Donc là, c'est effectivement le phénomène de justice à deux vitesses, il est là. Alors que Thibault jette une chaise de bureau donc sur effectivement, il le reconnaît, sur un gendarme, qui était protégé d'un bouclier, et sans aucune dangerosité, puisque a priori le policier l'aurait dit. Et lui prend 4 mois ferme avec maintien en détention. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout de justification sur un arrêt maladie quelconque de la part du policier. Voilà. On le dit aussi, pendant ce temps-là, Benalla est toujours dehors et Balkany est rentré chez lui. Voilà. C'est ça, cette justice aussi aujourd'hui en France, une justice de riches et une justice de pauvres. Donc, les uns, évidemment, sont proches du pouvoir, donc libres. L'autre, opposant politique, donc par exemple Thibault, pour le cas, gilet jaune, va directement en prison. C'est disproportionné et à l'image de notre France actuelle. Et puis, évidemment, la France actuelle, c'est celle où il y a le ton et les couleurs de Emmanuel Macron, qui est le président, pas de tous, normalement ça devrait être le président de tous les citoyens, c'est le président que d'une caste, que d'une élite. Une élite que moi je rappelle, et là ça je le dis au nom de l'UL d'Arfleur et en mon nom de secrétaire, des assistés et des imposteurs. Voilà. Je le dis haut et fort, tous des assistés. Quand on entend Emmanuel Macron dire que les gens qui sont aux allocations familiales, ce sont des assistés, moi je suis désolé, les assistés, c'est pas eux. Quand on leur retire 5 euros ou 10 euros, c'est pas grand-chose. Par contre, on n'arrive pas à retirer 100 000 euros sur les salaires de gens qui ne font rien, pour certains. Je dis bien pour certains, je ne mélange pas tout le monde. Et cette élite-là, donc moi je dis effectivement ce sont des assistés, puisque c'est des hauts fonctionnaires qui sont payés encore par nous, et des imposteurs parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils parlent que pour une caste. Donc évidemment, c'est donc bien une répression gouvernementale envers ses opposants politiques, notamment les Gilets jaunes, comme ça a pu être dit à l'audience. Et là, je laisserai la parole à Viviane, puisqu'elle a pu assister à cette audience. Moi, j'ai assisté à l'audience, la première audience, où effectivement, juste pour faire un point, Viviane, je te laisse la parole après, où on sent bien que pour la première audience, c'était Firmin Baudot, c'était avec la fameuse affaire qui avait eu lieu sur les Halles, où le procureur a quand même dit que Kevin, 22 ans, était une figure emblématique des Gilets jaunes sur le Havre. Enfin, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Et qui plus est, qu'il y avait eu des menaces de mort de fait, de dites. Donc là, on est vraiment sur une démesure et une cascade d'ineptie, de mensonges, d'hypocrisie totale, et évidemment, par tout ça, des mythomanes. Donc, je laisserai la parole à Viviane. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'emblématique de Kevin. Il faut quand même que tout le monde sache, et on réitère qu'il n'y a pas de leader chez nous. Ça veut dire que chacun fait selon leurs compétences, leur envie et leurs moyens quand ils ont envie. Donc ça, je voulais le repréciser, que c'est important, il n'y a pas de meneur chez nous. Voilà. Et moi, je tenais surtout à témoigner car j'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance parce qu'on est très peu à pouvoir rentrer lors de cette audience, donc j'ai eu la chance de rentrer à cette audience.
Et j'étais très très choquée par rapport à des propos de la partie civile que je vais vous citer. Donc c'est vraiment ce qui a été dit, ce n'est pas du rapporté. Donc que j'ai vu des propos infamants, méprisants vis-à-vis des gilets jaunes, parce que c'était bien ciblé, des gilets jaunes, par rapport justement à notre illettrisme et notre alcoolisme. Donc il a rebondi un petit peu là-dessus. Alors je vais vous dire, nous ne sommes pas tous dotés de la même intelligence. C'est dire comme ils se sentent supérieurs, mais encore, les principes démocratiques tels que la liberté d'expression sont peut-être un peu trop intellectuels pour ce genre de personnes. Donc ça m'a extrêmement choquée. Ça veut dire que tous les gilets jaunes, nous sommes des abrutis. Excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu comme ça que la justice nous voit et que le gouvernement nous voit. Et moi, je me dis, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que M. Philippe, quand il a fait son débat, a eu l'intelligence de protéger tous ses citoyens lors de ce débat, par rapport à tous ces enfants qui sortaient de l'école, par rapport à tous ces gens qui venaient faire leurs courses. Donc, à un moment donné, une chaise plus plein de personnes en danger par rapport au gaz, il y a quand même une grande limite. Voilà. Et moi aussi, nous, Gilets jaunes aussi, on se pose la question, quand est-ce que la justice va faire son travail d'une autre manière? Ça veut dire, quand est-ce que nous allons voir les policiers passer en comparution immédiate quand ils nous lancent, quand ils nous blessent, quand ils nous matraquent, des fois injustement, et souvent injustement. Donc, nous, ça me permet de rebondir, Viviane, par rapport à, puisque tu parlais de l'audience à laquelle tu as participé, tu as été présente. J'ai entendu dire qu'il y avait eu justement dans ce tribunal-là, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un tribunal comme ça, c'est 15 personnes qui peuvent rentrer et c'est fini. Il n'y a pas plus de personnes que ça. Donc les 15 personnes sont rentrées. Et il y a eu un phénomène assez bizarre, assez étrange. 10 policiers sont arrivés derrière, dans le tribunal, de cette manière-là, se sont posés derrière, en ne disant rien, mais juste en leur présence, mettant la pression sur le juge et sur le procureur, puisque la procureure elle était plutôt sur un dossier à charge, mais sur le juge. Voilà. Et c'est le premier phénomène qu'on a vu ça dans un tribunal. Et là, franchement, où est-ce qu'on est? On n'est plus dans une démocratie. On est vraiment dans une dictature totale et complète. Ça, je souhaitais l'exprimer parce que ça m'a été relayé par les personnes qui étaient présentes. Et pour certaines, elles étaient, mais c'était même plus de la surprise, c'était où est-ce que nous vivons? Où est-ce que nous vivons? Où est-ce que nous vivons? La sidération. Voilà. La sidération, parce que nous sommes sidérés par rapport à cette justice, justement. Et on va en parler par rapport à la journée des femmes, des Gilets jaunes, mais aussi par rapport à la journée des femmes qui a lieu à Paris, où celles-ci ont été violentées. Et donc, pour avoir manifesté vraiment de façon pacifique, donc on se demande quand est-ce que la justice sera rendue au nom du peuple. Et tentons de prouver aussi que nous avons de la culture. On n'est pas tous des illettrés. Donc, en donnant cette citation de Jean La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, on vous donne rendez-vous tous le 30 mars pour les prochains procès politiques pour Yann et pour Kevin qui est en détention. Voilà. Kevin, il a eu quoi déjà? Alors, je peux me permettre Oui. voilà, du coup, je vais vous faire le point. Oui, sur la justement, situation on va juste judiciaire. finir et après on te donne la parole. Si François, tu veux ajouter quelque chose? Non, pour le moment, Non. c'est ce qui a été dit. Simplement qu'effectivement, il est important aujourd'hui d'être là et qu'au niveau. On ne peut pas rivaliser avec M. Édouard Philippe, évidemment, sur les impôts et sur la manière où il diffuse et il communique avec sa population, que évidemment que la seule réponse qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est les actions qui sont menées aujourd'hui quand il est là sur ce meeting, quand on voit la violence intolérable assumée par Édouard Philippe et puis par Macron, et c'est intolérable. Et aujourd'hui, il faut la diffuser au maximum, il faut expliquer, il faut dire vraiment ce qui se passe, il ne faut rien cacher, parce que franchement, j'ai jamais vu ça. C'est terrible ce qui est en train de se passer au Havre et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que chez nous. Et malgré tout, les gens dorment. Et, les gens dorment encore. Ouais, et puis donc là, donc c'est difficile les réunions les âgés, parce que effectivement aujourd'hui il est très difficile vu le contexte en plus de mobiliser, parce
parce qu'évidemment, il n'y a qu'un but, c'est d'empêcher les gens de venir en manifestation et aux actions. Donc, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir nous exprimer et puis évidemment de diffuser, de faire des contre-informations avec des contre-informations justement sur les retraites, et puis tous les grands sujets de société aujourd'hui, de pouvoir diffuser, communiquer sur la société que nous on veut et qu'on voudrait faire partager évidemment. On sait très bien que la population est avec nous, mais aujourd'hui, elle n'est pas forcément visible, et c'est ça qui est terrible, quoi. Voilà. Et donc il est important, effectivement, je le répète, que vous soyez là, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on va permettre d'avoir un levier pour justement expliquer ce qui se passe actuellement, parce que j'ai l'impression que quand c'est pour les retraites, les gens dorment, quand c'est pour l'assurance chômage, les gens dorment, parce que là, je rappellerai à certains, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, ça va être une catastrophe. Pour les gens qui sont au chômage, ou qui ont une période de travail, qui sont en intérim ou sur un travail précaire, ça va être une catastrophe. Évidemment que Madame Pellicot va pouvoir ressortir ces chiffres, ils vont être magnifiques. Alors, on va pas ressortir des cadres partout, on va tomber à 5% du taux de chômage en France. Hein. Ça va être une catastrophe. Donc voilà, les gens ne se réveillent pas. Sur la répression qu'il y a eu syndicale, les gens ne se réveillent pas. La répression actuelle sur les gilets jaunes, les gens ne se réveillent pas. Les gens perdent sur des manifestations des mains, des bras. On a eu d'ailleurs un copain territorial de l'UL d'Harfleur, de la mairie d'Harfleur, pardon, qui a été atteint par un LBD justement le jeudi du meeting. Il va porter plainte. Il va porter plainte. Un policier était caché sur un coin et il tirait comme ça à raison, quoi. Sans manifestement quoi que ce soit. Il n'y avait pas eu de violence. Il a lancé. Donc il se garde le droit de porter plainte. Je crois qu'il a porté plainte. Donc voilà, on se pose la question, quand est-ce que les gens vont se réveiller? À quel moment ils vont se réveiller? Une fois qu'ils vont avoir tout perdu. Quand ils auront tout perdu, ils ne pourront pas le regagner parce qu'il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas un sentiment de vouloir se rassembler pour amener à quelque chose. Donc moi, en tout cas, je le redis, merci à vous, Paris Normandie et France 3, d'être là pour pouvoir relier ce communiqué, cette information, parce que pour nous, ça nous paraît important, parce que si vous ne le relayez pas, quels sont nos moyens? Nos moyens sont très minimes. Donc merci, moi je le dis devant tout le monde, merci, parce que de répondre à chaque fois, c'est important pour nous, et surtout dans ce contexte actuel. Voilà. C'est ça que je voulais dire, que justement, on vous remercie. Moi, je suis en tant que gilet jaune, et par rapport à tout le monde, on vous remercie d'être là, parce que justement, personne n'a évoqué cette affaire lundi, c'était lundi, hein. Oui, c'était lundi soir, personne n'en a évoqué cette affaire aux médias, et donc ça aurait été autre chose, ou à une autre période, on l'aurait dit, mais on n'a pas dit qu'un jeune avait été sanctionné de 4 mois de prison pour avoir seulement jeté une chaise au bouclier des CRS, et on ne l'a pas dit. Et donc moi là je suis très en colère, parce que je me dis, quand est-ce que nous, on va nous entendre, quand est-ce que nous, on va avoir droit à la parole, les gilets jaunes et tous les citoyens en colère, pour dire notre colère à travers les médias. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie d'être là, au nom des gilets jaunes, d'être là. Voilà. Et c'est vrai que quand on s'est parlé très rapidement au téléphone, quand je te dis ça, tu me dis « Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. 4 mois ferme, le gamin. Quoi. Même toi, tu étais surprise. Tu as dit « Ah oui, quand même, effectivement, on va loin, ça va loin. » Quoi. Donc la cascade effectivement de déploiement de violence et de répression et de sanctions, on est en plein dedans. Donc ce qui va pouvoir nous permettre de rebondir avec Maître Gérard, oui, qui va expliquer plus le cadre. Alors, moi, je vais vous expliquer la situation des 2 dossiers, c'est-à-dire la situation donc, de Thibaut, d'un côté, et puis la situation des 3 autres personnes, c'est-à-dire Brandon, qu'on appelle Kevin, Yann et Didier. Alors, on va le faire dans l'ordre chronologique, je vais essayer d'être assez synthétique et assez clair. Dans l'ordre chronologique, il y a cette non pas manifestation, mais on va dire cette déambulation sur le marché du Havre le dimanche 1er mars, où effectivement il va y avoir une plainte dès le lendemain par des élus de la ville du Havre, et notamment par la députée Madame Firmin Lebaudot,
qui vont déposer plainte pour avoir été menacés, pour avoir été non pas violentés physiquement, mais moralement, voilà, menacés de mort ou menacés de délit. Et suite à ces plaintes, on va avoir des gardes à vue qui vont commencer le lundi et le mardi. C'est-à-dire que Yann Accouche et Didier Durand vont être placés en garde à vue dès le lundi 2 mars. Ils vont tous les deux faire 48 heures de garde à vue, c'est-à-dire que leur garde à vue va se terminer le mercredi 5 mars, le mercredi 4, excusez-moi, le mercredi 4 en fin de matinée. Et la troisième personne qui va être arrêtée, enfin qui va non pas être arrêtée parce qu'il s'est présenté tout seul, c'est Brandon, donc c'est un jeune homme de 21 ans qu'on surnomme Kevin, et qui lui va se présenter le lendemain, c'est-à-dire le mardi 3 mars au commissariat de police, qui va être interrogé, placé en garde à vue, et qui va passer devant le tribunal correctionnel comme son ami monsieur Yann Accouche en comparution immédiate le 4 mars. Alors, dans cette première affaire, qui est l'affaire on va dire du marché des Halles au Havre, M. Didier Durand, qui lui a fait ses 48 heures de garde à vue, que j'assistais pendant la garde à vue, va se voir notifier un classement sans suite à l'issue de cette garde à vue de 48 heures. On aurait été au bout du bout de la garde à vue. Hein. Il a fait vraiment 48 heures, parce qu'il a dû ressortir en fin de matinée. Et comme il avait été placé en garde à vue en début de matinée lundi, on a été au bout des 48 heures. En disant qu'il n'y avait pas de charge contre lui. Donc pour M. Durand, ça s'est terminé là. Bien évidemment, dans la mesure où une plainte avait été déposée, 2 plaintes d'ailleurs, ont été déposées contre lui nommément, c'est-à-dire qu'on a nommé M. Didier Durand dans la plainte, nous avons rendez-vous prochainement ensemble pour étudier ensemble si on peut envisager la possibilité de déposer à son tour une plainte pour dénonciation calomnieuse, puisque quand on dénonce quelqu'un faussement comme ayant commis un délit ou un crime et que cette personne est innocentée ou bénéficie d'un classement sans suite, cette personne peut après, bien évidemment, déposer une plainte en dénonciation calomnieuse contre les personnes qui ont, on va dire, mis en route la justice contre lui. Donc ça, on va voir ça ensemble prochainement. Est-ce que, Maître Gia, vous pouvez faire un point sur la nature de la plainte? Alors, voilà. En revanche, donc, il y a 2 personnes qui, elles, ont été présentées devant le tribunal correctionnel du Havre. C'était le 4 mars. C'est effectivement Brandon, ce jeune homme de 21 ans, et monsieur Yann Accouche. Et ces 2 personnes sont, alors c'est un petit peu différent, mais on va dire dans l'ensemble, ce qu'on leur reproche, ce sont les choses suivantes: d'avoir proféré pour l'un des menaces de délit et des violences, alors non pas des violences physiques, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de violence physique, mais des violences en ce que les élus ou les membres de la liste de M. Philippe ont été suivis sur le marché, ont été filmés sur le marché, et que ça pourrait correspondre à des violences, d'après, bien évidemment, le procureur de la République qui poursuit ces personnes. Et puis, donc, pour Kevin, on va dire Brandon, des menaces de mort en ce que d'autres paroles lui sont reprochées que les premières paroles qui sont reprochées à M. Accouche. Donc voilà, on a des menaces de délit ou des menaces de mort et des violences pour chacune des 2 personnes, non pas des violences physiques, mais des violences, on va dire, mentales. Voilà, des violences de pression, de harcèlement qui leur sont reprochées. Ces 2 personnes, donc, qui, à l'issue de la garde à vue de 48 heures, ont été présentées au tribunal correctionnel sous le régime de la comparution immédiate et ont demandé un délai pour être jugées parce que tout simplement, voilà, on n'était pas dans un espace-temps permettant d'être jugé sereinement, il fallait le temps d'étudier le dossier. Dans ces cas-là, le tribunal statue pour savoir ce que l'on fait de ces 2 personnes, de ces 2 prévenus, jusqu'à l'audience de fond, c'est-à-dire l'audience de fond qui était fixée au 30 mars, donc à la fin de ce mois-là. Et donc pendant un peu plus de 3 semaines, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse ressortir libres et puis ils comparaissent le 30 mars? Est-ce qu'on leur impose un contrôle judiciaire, c'est-à-dire des obligations à respecter d'ici le 30 mars, ou est-ce qu'on les place en détention provisoire? Il en est ressorti que l'une des 2 personnes, M. Accouche, est ressortie sous contrôle judiciaire, et donc devra répondre à quelques obligations jusqu'au 30 mars, et l'autre personne, le jeune Brandon, lui a été placé en détention provisoire jusqu'à son jugement le 30 mars.
Une demande de mise en liberté a été déposée par mes soins s'agissant de Brandon, donc elle devra être étudiée par le tribunal correctionnel du Havre dans les jours qui viennent pour savoir si voilà, il peut sortir ou pas d'ici l'audience du 30 mars. Mais bien évidemment, ces deux personnes, je le dis bien évidemment parce qu'il n'y a pas de secret, ces deux personnes qui sont prévenues plaideront la relaxe devant le tribunal correctionnel le 30 mars prochain. Voilà. Alors, je n'étais pas l'avocat ni de M. Accouche ni de Brandon lors de l'audience de comparution immédiate. Je le suis depuis l'après-midi même, on va dire, à la fin d'après-midi de cette comparution immédiate, et donc je plaiderai pour eux le 30 mars prochain. Donc, chronologiquement, ça c'est la première affaire, on va dire. La deuxième... Juste un mot, Maître Gérard, sur cette première affaire. Je rappellerai à tous que pourquoi les choses sont allées si loin. Donc, une élue députée de la République, mais surtout, numéro 2 sur la liste de la campagne d'Édouard Philippe au municipal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, chacun fera le lien qu'il voudra le faire, mais moi, le lien il est très simple et très court. Monsieur Édouard Philippe, forcément, protège Madame Firmin Lebaudot, alors que quand même, on a vu effectivement les vidéos, moi j'ai eu des témoignages et d'autres vidéos qui ont été prises aussi, qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas eu état sur Facebook ou quoi que ce soit. Il ne se passe strictement rien. Je rappellerai qu'au Hall aussi, c'était assez sarcastique. Il fallait voir quand même quand ils sont repartis du côté du Oscar Niemeyer, il y avait l'attroupement alors de Madame Firmin Lebaudot et de ses colistiers. Il y avait les gilets jaunes derrière qui étaient en train de filmer et qui attendaient toujours une réponse, puisqu'ils étaient là, hein, c'était pour le 49.3. 49.3, Madame la députée, élue de la République et élue des citoyens, n'a jamais répondu à cette question. Et derrière, il y avait des policiers. Donc si vraiment il y avait eu un moment de menace, comme l'a rappelé Maître Giard, un moment de menace mentale, pourtant une députée de la République, mentalement elle doit être solide, une menace mentale, je pense qu'elle en aurait fait état aux policiers qui étaient juste derrière. Voilà. Donc là, c'est gros comme une maison, mais malheureusement, aujourd'hui en France, il y a tellement une arrogance de cette élite qu'ils sont capables de tout aujourd'hui. Quelle est la seconde personne qui a déposé plainte, pardon? Alors, ce sont des élus. Il y a M. Boeuf, de mémoire, je crois, qu'il a été cité comme. Voilà. Les colistiers, je crois. Voilà, c'est un colistier, je pense. Voilà. Boeuf, et puis il y en a encore un autre. Ah, il y en a... ah oui, Ils sont trois. J'ai pas le nom en tête là, mais il y a une autre personne qui a déposé plainte, mais qui n'est pas forcément élue. Voilà. Il y a des membres de la liste. Des membres de la liste. Un certain John Le Guillon, comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Moi, je disais Billon, mais c'est un nom comme ça. Voilà. Il était présent, effectivement, on le voit sur les... Voilà. Et moi, je voudrais rebondir aussi parce que. Le Guillon, John Le Guillon, on va chercher, c'est donc ce que je chercherai moi, mais... Moi, je voudrais rebondir aussi qu'on est en détention provisoire, c'est qu'on est en danger, on met en danger la société ou toutes les personnes qui sont autour, alors que Kiev ne met en danger personne, à part la politique gouvernementale. Et il n'y a que les prisons sont pleines pour certaines personnes qui mettent en danger, comme les pédophiles, comme les violeurs, comme les femmes violentées. Et là, il n'y a pas de place en prison. Alors, je me permets juste de préciser que Brandon, donc, qui a été placé en détention provisoire, la détention provisoire, ce n'est pas un préjugement, hein, ils sont présumés tous les deux innocents, ils vont comparaître le 30 mars, mais ils sont présumés innocents. La détention provisoire, elle doit obéir à certains critères, c'est une exception. La détention provisoire, c'est pour permettre voilà, c'est l'article 144 du Code pénal, c'est pour permettre de préserver des preuves, d'éviter des concertations, d'assurer une représentation en justice. Enfin, bon, il y a un certain nombre de critères que le tribunal a estimé, pour certains, réalisés dans le cas de ce jeune homme. Moi, j'estime effectivement qu'il ne l'était pas forcément, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons formulé une demande de mise en liberté de ce jeune homme. Qui devrait arriver J'ai pas encore la date d'audience, voilà. Mais elle sera évoquée devant le tribunal correctionnel du Havre, puisque c'est le tribunal correctionnel du Havre qui a prononcé la détention provisoire jusqu'à la prochaine audience, donc c'est aussi le tribunal qui devra statuer, alors peut-être sous une proposition ou une autre, peu importe, mais qui devra aussi statuer sur cette demande de mise en liberté. C'est la même juridiction. Il est clair que quand on met des gens en détention, c'est qu'ils sont dangereux pour la société. Alors, c'est pas forcément la dangerosité. Non, je peux pas vraiment laisser dire ça, parce que dans les critères, il n'y a pas que la dangerosité.
il y a vraiment parfois c'est pour préserver l'enquête. C'est pas forcément une question de dangerosité, mais on a encore des actes à faire et que par exemple on ne veut pas que quelqu'un communique avec quelqu'un qui est dans la nature qui n'a pas encore été arrêté. Enfin, bon, là c'est pas une question de dangerosité, c'est une question d'enquête. Ne me faites pas défendre la détention provisoire que je ne défends pas, mais il y a des critères légaux. Oui, non, mais Voilà, on a bien après, compris, mais- et la Tous les dangerosité. éléments sont à disposition, je vois bien. Pardon? Tous les éléments sont à disposition. Les éléments de l'enquête sont Alors. à disposition, que ce soit les vidéos ou les témoignages. Les vidéos, pour la plupart, ont été diffusées sur Facebook. Apparemment pas toutes. Donc il est tout à fait possible que j'en produise pour l'audience du 30 mars qui n'aurait pas forcément été diffusée sur Facebook. Non, mais la détention provisoire n'a pas d'intérêt dans ce cadre-là. Alors la détention provisoire Elle a n'est été pas basée forcément sur sur quoi, la préservation des preuves ou éviter de concerter, voilà. Est-ce que, excusez-moi, Je vous en juste prie. l'argumentation pour la détention provisoire était basée sur quoi? Alors, je suis désolée, j'ai pas le jugement sous les yeux, le jugement sur la détention provisoire, mais de mémoire, parce que moi j'étais pas l'avocat de Brandon Oui. ce jour-là, mais il me semble que c'était pour une question de réitération, pour éviter la réitération des faits, je pense que c'est ça, hein, parce que c'est aussi un des critères, éviter la réitération des faits d'ici dans le l'audience. cadre de la campagne. Pareil. Par exemple. Voilà. Et ça a été. Ah oui, oui, c'était une bien sûr, ça a justification. été la détention. Quand un tribunal place en détention provisoire, Il doit pourquoi. justifier, c'est Il pour doit ça que je justifier vous posais la question. Absolument. C'est- Oui. Donc il serait basé sur Je pense que c'est sur possibilité. le risque de réitération des faits. D'accord. Je vous le dis de mémoire, mais je pense que c'est ça. Donc, dangereux pour le gouvernement politiquement. Moi, Et- je précise. Moi, c'est comme ça que nous, on le vit toujours. Voilà. Après, chacun interprète les mots à sa manière, mais moi, je l'interprète comme ça, qu'il est en danger pour le gouvernement politique de militer entre les gens. C'est pas une interprétation, hein. Voilà. C'est un vécu. À votre avis, excusez-moi, elle peut être étudiée dans quel délai votre Je demande? pense que c'est une question de jour. Pas demain. On est- La on semaine est prochaine. jeudi. Oui, oui. Non, je pense qu'au mieux, c'est la semaine prochaine. D'accord. Et il est clair que par rapport, par exemple, au reportage de ce week-end, dimanche, puisque nous sommes allés faire une marche silencieuse au Hall, je rappellerai que ceux qui distribuaient pour la liste d'Édouard Philippe ont renouvelé le fait qu'ils étaient harcelés, alors qu'on était tranquillement en train de faire un tour sur le Halles. Donc là, on est sur un niveau comment je dirais, d'importance de leur liste. Il faut que vraiment qu'Édouard Philippe soit tranquille dans sa ville, etc. On le laisse tranquille, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas venir ici. Et les gens, on les a laissés tranquillement distribuer leurs tracts, etc. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi sur l'équilibre des choses. Aujourd'hui, il y a quand même deux gamins, moi j'appelle ça des gamins, ça pourrait être mes enfants. Deux gamins, deux de 22 ans, un qui a pris 4 mois et puis l'autre qui est en détention. C'est Alors, ça l'équilibre des choses. Justement, chronologiquement, parce que là, nous, on était au 4 mars, c'était effectivement l'audience de comparution immédiate avec la mise en détention de Brandon. Et, sauf erreur de ma part, c'est le 5 mars qu'avait lieu le meeting d'Édouard Philippe. Hein, c'est le lendemain. Donc, il y a eu ce meeting. Et lors de ce meeting, enfin, aux abords, parce que c'est pas pendant le meeting, mais aux abords, il y avait des forces de police, effectivement, qui étaient disposées pour empêcher l'accès des gilets jaunes ou des opposants. En grand nombre. Voilà, et ils étaient là en grand nombre. Et il se trouve que Thibault, pour le coup, là c'est Thibault Penet, donc était présent pour s'opposer, voilà, ou pour crier son mécontentement sur la venue du Premier ministre au Havre. Il s'est positionné donc devant les forces de l'ordre. Il était assis sur une chaise dactylo qu'il avait trouvée à côté d'une poubelle, voilà, pas loin. Alors là, je vous cite, ce sont les propos des policiers eux-mêmes. Hein. Ce ne sont même pas les propos de ce jeune homme que j'assistais, ce sont les propos des policiers. Donc il s'est assis face à eux sur une petite chaise dactylo. Et à un moment donné, effectivement, il s'est levé et puis il a lancé la chaise dactylo en direction des forces de l'ordre qui étaient en face. Alors, les policiers disent à 2-3 mètres, voilà, de distance. Je pense que ça doit être à peu près comme ça, à peu près comme on est là.
Et donc c'était des forces de l'ordre qui étaient je pense, en maintien de l'ordre, c'est-à-dire avec des boucliers, avec voilà, des casquets et de façon assez importante. Et le policier qui a reçu la chaise a indiqué lui-même, donc il était partie civile au procès, il n'était pas présent mais il était représenté, a indiqué lui-même qu'il n'avait pas, bon il n'a pas chuté, il n'a pas été blessé, il a un peu vacillé, voilà, et puis en fait il a reçu la chaise sur son bouclier qui est retombé plus loin. Il semblerait aussi que ce jeune homme, Thibault, ait aussi peut-être lancé un œuf ou deux en direction des forces de l'ordre. C'est ce qu'il avait reconnu, d'ailleurs, ce qui n'a jamais été nié, il a toujours reconnu pendant sa garde à vue ce qu'il avait fait. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce jeune homme, lui, il a été placé en garde à vue donc immédiatement, c'est-à-dire le jeudi soir, et que le vendredi soir, il est passé devant le juge des libertés de la détention parce que sa garde à vue ne pouvait pas excéder 48 heures, que les 48 heures tombaient le week-end et qu'il ne pouvait pas réunir le tribunal le week-end, donc il ne pouvait passer en comparution immédiate que le lundi. Et donc, dans l'intervalle, il fallait réunir le tribunal, enfin le juge des libertés de la détention pour savoir si on laissait sortir ce jeune homme jusqu'à sa comparution devant le tribunal, si on lui donnait une convocation, ou si on le plaçait en détention. Et il se trouve que le vendredi soir, donc il a été présenté au juge des libertés et de la détention, qu'il l'a placé en détention provisoire jusqu'au lundi 9 mars, qui était le jour de sa comparution immédiate. Donc là, pour le coup, je l'ai assisté lundi 9 mars, et c'est à cette fameuse audience que vous faisiez référence tout à l'heure, puisque vous y avez assisté dans le public. C'est vrai que l'ambiance était assez lourde. Alors, c'est une audience publique, donc je peux en parler, je n'ai pas de souci là-dessus. L'ambiance était assez pesante parce que c'est vrai qu'il y avait des forces de l'ordre en uniforme et sans uniforme dans la salle. Je l'ai plaidé, donc je n'ai pas de problème pour le dire, donc, en nombre assez important. C'est vrai que les paroles de la partie civile, enfin, une partie des paroles de la partie civile ont été blessantes, moi je le trouve, voilà, et ont été ressenties comme telles, hein, voilà, ont été blessantes. Je l'ai plaidé aussi, donc là aussi j'ai pas de souci là-dessus. Après, il avait été requis par le procureur de la République à l'encontre de ce jeune homme qui a 21 ans. Il avait été requis 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Finalement, le tribunal l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec un maintien en détention. C'est vrai que c'est une peine lourde, extrêmement lourde, qu'il a eu un petit peu de mal au début à digérer. Hein. Nous avons pris, lui et moi, nous avons pris la décision de ne pas faire appel de cette décision, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la jurisprudence actuelle de la Cour d'appel est plutôt sévère, et que je lui ai dit qu'il y avait une possibilité assez importante que la peine soit aggravée en appel. Et que mon intérêt à moi, c'était de protéger sa personne, voilà, et qu'il ne me semblait pas opportun, voilà, de faire appel de ce jugement compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour d'appel de Rouen. Donc nous avons décidé de ne pas faire appel, et donc il va purger non pas ces 4 mois, mais voilà, peut-être 2 mois et demi, s'il peut bénéficier des remises de peine. Mais moi je vais rebondir sur... Nous en sommes là, techniquement parlant, pour ma partie. Donc le 30 mars, c'est juste, excusez-moi pour être précis, oui. C'est le 30 mars, c'est juste l'audience liée au marché des Halles. Au marché des Halles. À Madame la députée. D'accord. Okay. Au premier événement. D'accord. Et les 2 personnes, pour être très clair, les 2 personnes qui ont été poursuivies avaient déjà été poursuivies. Alors, c'était des petits casiers. Hein, c'est pas des casiers de 15 pages. Ce sont des petits casiers judiciaires pour des faits assez mineurs. Pour des faits condamnés quand même, mais pour des faits assez mineurs. Moi, je vais rebondir sur les 2 mois et demi. Que ce soit 2 mois et demi, une semaine ou 2 jours, comme disait Sylvain, ça pourrait être mes 2 enfants. Hein, et vraiment, j'ai la haine vis-à-vis de ça parce qu'ils vont être ils vont partager des moments avec des criminels
bien plus important. Et qu'est-ce qui va leur rester psychologiquement après cette semaine, ces 2 mois et demi? C'est irrécupérable, c'est insensé. Donc là, moi je parle en tant que maman, mais je parle aussi en tant que gilet jaune. On a trouvé cette justice, cette peine complètement démesurée par rapport à d'autres faits qu'il peut y avoir. Non, mais là, le gouvernement et l'État, hein, forcément par la voix de son président, qui a été injustement d'ailleurs élu, on va dire, a décidé de broyer les gens qui relevaient la tête. Ouais, c'est clair. Voilà. Broyer. Donc là, effectivement, comme dit Viviane, un gamin de 21 ans, un gamin de 22 ans, la conséquence de tout ça, c'est qu'on peut se poser la question, comment ils vont ressortir? Alors, avec de la colère en eux, ça c'est sûr, de la tristesse, c'est sûr, de la hargne, c'est sûr, mais broyer, c'est sûr aussi. Comment? Comme dit Viviane, ils rencontrent des pervers ou quoi que ce soit en prison qui leur expliquent leur affaire. Comment aussi À 21 et 22 ans, on n'est pas en mesure de pouvoir faire la part des choses, quoi. Aucunement. et de quelle manière aussi on peut aussi exprimer notre mécontentement aussi en France, quoi, parce que c'est ça le truc Oui. aujourd'hui. Oui. Parce que c'est effectivement, et on a tous connu à travers après des manifestations où on nous écoutait le soir, on était, il y avait une remise en question, ça n'existe plus. Aujourd'hui, une manifestation, ça peut à part nous rendre visible, mais concrètement, il n'y a aucun résultat. Donc, comment on fait aujourd'hui? C'est ça la question. Et ça nous met en Des difficulté. arrestations comme ça, Ouais. il y a partout en France, mais c'est plus de 12 000, c'est des milliers d'arrestations. Ouais. Ça prend des proportions de dingue, quoi. Et là, moi, je voudrais parler à Kay et Kevin, à Kay et Kevin, si ça passe. Ben, sache nous, on les attend, tous les gilets jaunes, la CGT aussi, et qu'on ne les laissera pas tomber après, et qu'on essaiera, avec nos moyens humains, de réparer au mieux tout ce qu'ils ont pu vivre et leur faire oublier, même si c'est jamais oubliable. Et dans tous les cas, au niveau de l'UL CGT d'Harfleur, nous en avions parlé par rapport aux conséquences graves, professionnellement parlant, je dirais, sur le cas Kevin, puisqu'il a un boulot, il est cherché d'affaires dans une société, et il avait la capacité d'être embauché au mois de juillet. Donc nous, on a parlé un petit peu, s'il y avait quoi que ce soit en termes de patron qui ne voudrait plus de Kevin pour les raisons évoquées avant, on mettrait notre DLAJ, donc c'est notre permanence juridique en forme, avec forcément le concours de maître Géard, pour justement qu'il ne puisse pas lui arriver quoi que ce soit. Alors, juste, je voulais préciser une chose que je n'ai pas dite, c'est que tant pour Thibaut, donc, qui a été condamné, que pour Brandon, qui est en détention provisoire, c'est leur première expérience de la maison d'arrêt. C'est-à-dire que c'est un choc carcéral pour les deux, puisque et l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre n'avaient jamais été incarcérés auparavant. Voilà. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont seulement des gilets jaunes. C'est ça qu'on entend, ce ne sont pas ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne volent pas, ils sont gilets jaunes, c'est tout. Non, mais c'est pas que des gilets jaunes, humainement, ce sont des révoltés, ce sont des écorchés vifs, parce que la société a prévu de les rejeter, et surtout pas de les écouter. Alors quand je parle de la société, c'est au seul nom de deux personnes, hein, Macron et Philippe, hein, les deux acolytes, hein, voilà. Hein. Donc effectivement, c'est des gamins qui vont être broyés. Et j'ai oublié de dire, justement, j'avais eu un peu de retour par rapport à la détention première de Brandon. Tout de suite, il a pu expliquer, j'ai eu des retours par rapport à sa compagne ou quoi que ce soit. Il a été évoqué, effectivement, qu'il a rencontré des gens et il s'est dit, mais je n'ai rien à faire ici. Quoi. Je n'ai rien à faire en prison avec des gens qui, eux, vraiment, ce sont des criminels. C'est pas un criminel. Et on criminalise effectivement les gilets jaunes, mais j'irais bien au-delà, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas d'identité. C'est des écorchés vifs, des révoltés, des gens qui veulent relever la tête. On leur dit Ils définissent non. eux, gilets jaunes. Tu pas entendu? Ces deux personnes se définissent gilets jaunes. Tout à fait.
faut se poser aussi la question de savoir est-ce que si c'était Pas les deux, les quatre. CGT, comment ça se serait passé. Comment ça serait passé? Le même fait, les mêmes faits. Je pose la Compliqué. question. Est-ce que la justice aurait jugé pareil? C'est ça, parce que bon, voilà, c'est vrai que l'amalgame sur les gilets jaunes, ok, mais si ça avait été les militants CGT, est-ce que ça se serait passé de la même manière? Moi, je peux te répondre. Aujourd'hui, moi, j'ai été interpellé sur une affaire qui suit son cours. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Quand je vois l'importance des appels qui sont faits sur des rendus de justice pour les gilets jaunes, je me pose la question. Évidemment, on va atteindre toute personne qui peut déranger. Est-ce qu'on va encore avoir le droit d'être syndiqué? Ah bah, je crois que tu vas juste avoir le droit de consommer pour payer. Pour payer. Voilà. Si les gens se réveillent, hein, c'est le peuple qui va se réveiller. C'est pas une partie, une minorité. Pourquoi personne ne se réveille? Bah oui. Est-ce que dans 3 mois, ils se réveillent? Puis ça fait même 18 mois. Si on considère le départ des Gilets jaunes. Après c'est même au-delà. On pourrait parler de plus d'un centenaire pour la CGT. 1895, la création de la CGT, donc ça fait un petit peu de temps, quoi. Ça fait un peu 125 ans. Voilà. Si vous avez d'autres questions, forcément, nous sommes là pour y répondre. Autrement, en tout cas, je le répète, merci d'être venu parce que c'est important pour l'UL et les personnes qui ont été dès le départ au combat avec l'UL, les Gilets jaunes. Excusez-moi, est-ce que juste un historique par rapport au. Puisque c'est pas les premiers Gilets jaunes qui passent depuis le début du mouvement en comparution immédiate. Est-ce qu'il y avait eu d'autres condamnations à prison ferme? Est-ce que vous avez un historique? Je pense pas. On n'a pas entendu pour Je pense pas, mais je. Il y a eu des amendes, il y a eu des rappels à la loi, il y a eu. À Rouen, oui, il y a eu. Moi, il y a eu à Rouen un petit jeune. Il y a eu beaucoup d'amendes, il y a eu beaucoup de sursis. De sursis, mais moi, ferme. Moi, j'ai eu un jeune à Rouen. À Rouen, oui. Non, à Rouen, il y a eu, je ne dirai pas son prénom, mais il y a eu un petit jeune qui a été condamné à 4 mois. Mais à Rouen, oui. D'accord, donc c'est bien la première fois. Oui, je pense. En termes de prison ferme, c'est Oui. ça. Ok. Et détention provisoire, il y avait déjà eu des cas avant? Je pense pas. Non. D'accord. Mais je Non. n'étais pas dans les dossiers, mais je pense pas. Parce que moi, je n'avais pas connaissance. Oui, non, donc, Non, je confirme. Je pense pas. Je n'ai pas eu connaissance d'autres faits, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des poursuites. Non, c'est pas la première fois qu'il y a des Voilà, poursuites. d'accord. Mais c'est vrai que là, ça s'est passé, notamment on va dire le marché des Halles le dimanche matin. C'était vraiment suite ça a fait suite à la décision du 49.3 du samedi soir. Oui. Où tout le monde était. Donc je pense que ça s'est un peu accéléré, et exacerbé à ce moment-là. D'accord. Pas comme par hasard, ça se passe pendant la campagne quand même, quoi. Oui, mais Ça peut être. Christophe, si tu veux prendre ça. Ah oui, merci. Comme ça, tu l'auras. Et puis, si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, on peut vous l'envoyer aussi de manière électronique, si vous voulez. Comme vous voulez. Ça peut faciliter la vie. En tout cas, merci. Je le répète. On va faire un petit soda. Comment? Je vais faire une petite interview. Ouais. Avec peut-être. Est-ce qu'un gilet jaune veut éventuellement, au-delà de Viviane, puisqu'elle a parlé, est-ce qu'il y a un gilet jaune qui veut parler? Après, si vous voulez, moi j'ai besoin de refaire une interview propre parce qu'en train de gymnase, etc.